Retrouvez Human & Work avec Actual Group. Actual Group, construisons ensemble votre travail. Bonjour à tous, bienvenue dans Human & Work. Marché du travail bouleversé, environnement hybride, nouvelles attentes, nouveaux métiers. Il est sans doute temps d'ouvrir le débat sur ce que doit être demain le travail. Dans cette optique, je reçois à chaque mois des experts pour décrypter ces mutations, comprendre quels sont les enjeux et mettre en lumière les initiatives qui permettent aux entreprises de s'adapter en remettant l'humain au centre du jeu. Alors ce mois-ci, je vous propose une réflexion autour de l'insertion et de l'inclusion. Comment remettre en emploi des populations qui en sont éloignées? Que proposer à ces personnes pour leur donner à la fois l'envie et les moyens de revenir en entreprise? De quelle façon est-ce que les entreprises qui sont en ce moment en pleine crise du recrutement peuvent saisir l'occasion pour devenir plus inclusives? On va en parler dans un instant avec mes invités. Samuel Tchoal, le président d'Actual Leader Group, partenaire de cette émission. Estelle Barthélémy, entrepreneure, fondatrice d'Oya Agency et cofondatrice de Mosaïque RH. Et Lucie Declercq, directrice générale d'Entourage. Merci d'être là tous les trois. Bonjour. Moi, je me disais en préparant cette émission qu'il y avait en fait un peu deux sujets. Le premier, c'était comment est-ce qu'on peut ramener ces populations vers l'emploi. Et puis le deuxième, c'est comment faire en sorte finalement que les entreprises jouent le jeu aussi et acceptent d'avoir peut-être des profils qui sont un peu différents. Estelle, d'abord sur le premier volet, comment est-ce qu'on peut accompagner vers l'insertion des personnes qui s'en sont éloignées et qui n'ont pas forcément ni les codes de l'entreprise, qui ont peut-être aussi perdu l'envie? Comment est-ce que vous, qui travaillez dans ce secteur depuis plusieurs années, vous adressez ce sujet? Il faut innover et c'est en ça que les entreprises de l'économie sociale et solidaire trouvent des solutions. Il faut sortir des cases. Il faut se reposer la question par typologie de public parfois. Quand on est une femme de quartier et qu'on n'a pas d'opportunité de job, vous avez une structure qui s'appelle les décodeuses et qui a créé un format spécifique pour ce type de public. Vous allez avoir des actions là, ça va être plutôt pour des seniors. Donc, il faut vraiment être dans l'innovation, repartir des publics, repartir de leurs freins et de leurs problématiques et s'adapter parce qu'on ne peut pas plaquer une politique d'insertion pour tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, on va écouter justement, c'est de la dentelle. Justement, Estelle parle d'innovation et Lucie, c'est ce que vous avez fait avec Entourage. Vous avez mis en place un réseau professionnel à destination des personnes qui n'en ont pas, qui s'appelle Linked Out. Je trouve que l'idée est effectivement assez lumineuse. Comment est-ce que vous avez eu cette idée ? Alors nous, on a créé du coup il y a 6 ans le réseau Entourage, qui est un réseau d'entraide et de lien social pour les personnes sans domicile. Et parmi les personnes sans domicile du réseau Entourage, on s'est rendu compte qu'il y en avait qui avaient l'envie de travailler, la capacité de travailler, mais qu'elles n'arrivaient pas à trouver un job parce qu'elles ne savaient pas tellement quoi faire. Qu'elles n'avaient aucun réseau pour les aider à se projeter dans l'entreprise, à leur ouvrir des portes. Et comme en plus elles n'avaient pas le bon CV, elles n'avaient pas vraiment les armes pour s'insérer dans l'emploi. Et donc nous, c'est vrai que notre expertise depuis toujours, c'est la remise des gens en réseau. On est convaincus chez Entourage que les gens ne s'en sortent pas tout seuls. On ne s'appelle pas Entourage pour rien. On s'appelle Entourage parce qu'on est là pour redonner un entourage aux gens. Et du coup, on s'est dit que sur cette problématique de l'emploi, nous, on a un réseau. Donc peut-être que Ali, par exemple, il cherche dans la restauration et lui, il n'a pas de réseau. Mais moi, des gens qui travaillent dans le domaine de la restauration, j'en ai. Et du coup, comment est-ce que je peux partager mon réseau professionnel avec Ali pour lui permettre du coup de s'ouvrir des opportunités? Et c'est avec cette intuition-là que on a démarré. On a essayé avec quelques candidats, une quinzaine de candidats. On a réussi sur 15 candidats à retrouver un job à 11 candidats. Et là, on s'est dit, on tient quelque chose. Et puis voilà, après un petit brainstorming, notre agence de communication est arrivée avec cette idée brillante de Linked Out qui fonctionne extrêmement bien, qui fait mouche à la fois pour les candidats, pour le grand public et pour les entreprises. Donc c'est une chance. Mais je rejoins vraiment Estelle. La question, c'est quand même de s'adapter aux différents publics qu'on a, de repartir d'eux. Nous, dans le programme Linked Out, on a cette partie ouvrir nos réseaux et mettre nos réseaux à disposition de ceux qui n'en ont pas. On a une partie très forte autour de la remobilisation des candidats, puisqu'on accompagne des personnes, alors pas seulement sans domicile, aujourd'hui on a un peu élargi, mais qui sont dans un isolement social et une précarité économique, et on les remobilise par l'inspirationnel, il faut leur redonner envie. Et puis il y a tout un travail de sensibilisation très fort des entreprises et d'accompagnement des entreprises recruteuses qu'on fait aussi avec Linked Out. Donc on travaille vraiment sur les 3 volets, les candidats et leur remobilisation, le grand public qui peut
ouvrir son réseau à ceux qui n'en ont pas, et puis les entreprises qu'on va accompagner pour les rassurer dans cette démarche de recrutement inclusif. Samuel, chez Actuel, vous avez mis en place une structure qui s'appelle Envergure, qui vise justement à accompagner des personnes qui sont éloignées de l'emploi vers un retour à l'emploi. Pourquoi vous avez créé cette structure? C'était pour répondre à un besoin? Vous avez dit à un moment il manquait un maillon dans la chaîne? Oui, parce qu'avec notre activité de réseau d'agences d'emploi, évidemment, notre raison d'être, c'est de donner accès au travail au plus grand nombre. C'est ce que nous faisons avec la plupart de nos agences. Et on trouvait intéressant de s'intéresser en même temps à ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi. Et nous avons une particularité dans le groupe, c'est d'avoir un réseau d'agences d'emploi d'insertion, intérim d'insertion. Nous sommes le premier acteur français de l'intérim d'insertion en quantité d'agences et en nombre de publics accompagnés. Et nous voyons bien que sur ces publics, il y a nécessité d'un accompagnement vraiment particulier, spécifique. Et donc, il nous paraissait intéressant pour traiter des freins périphériques à l'emploi, d'avoir une structure dédiée à l'accompagnement. C'est ce que fait Envergure précisément. Et donc, au-delà d'un rôle complémentaire à celui de nos agences, ils font des prestations pour Pôle emploi sur des publics spécifiques. Et puis, on travaille également pour des collectivités territoriales. Je pense notamment au département, s'agissant des allocataires du RSA. Tout ça, ça veut dire que effectivement, ça a déjà été évoqué. On est sur un sujet important, complexe. Il n'y a pas une solution, il y a des solutions qu'il faut réussir à combiner. Et ce sont toujours des solutions dans les territoires, au plus près du terrain. Et donc, cette notion de proximité est essentielle sur ce type de public. C'est pour ça qu'on a développé nos agences, une centaine d'agences en France pour essayer de mailler au mieux le territoire. Justement, on est allé voir sur place comment ça se passe. C'est un reportage de Julien Gagliardi. Alors qu'il travaillait comme responsable de service après-vente dans une enseigne d'ameublement, Nabil perd son emploi en juin 2020 en raison de la crise sanitaire. Le jeune homme de 28 ans se retrouve au chômage pour la première fois. Après plusieurs mois sans réussir à retrouver un travail, son conseiller Pôle emploi l'oriente vers Envergure, une structure associative dédiée à l'insertion professionnelle. Pour ma part, j'étais un petit peu perdu parce que j'étais comme beaucoup d'autres qui recherchaient un emploi, qui avaient des difficultés à rechercher un poste qui leur convenait ou tout autre, ou une formation. J'ai été vraiment accompagné de A à Z, que ça soit aussi bien d'un point de vue professionnel, mais aussi dans certains cas personnels. Comme Nabil, près de 100 000 chômeurs de longue durée sont accompagnés chaque année par Envergure. L'organisation compte 100 antennes positionnées sur tout le territoire. Les conseillers de l'association ont pour rôle de mettre en place un plan de réinsertion personnalisé en lien avec les besoins du demandeur d'emploi. Dans l'accompagnement, nous essayons de définir et de voir les besoins de la personne. Quelles sont ses faiblesses et ses forces, si son CV n'est pas à jour, s'il a des problèmes quelconques dans sa recherche d'emploi, nous l'accompagnons, nous ne travaillons pas à la place de la personne, nous ne devons pas oublier que la personne est accompagnée, donc nous ne sommes que des béquilles à côté de la personne sur laquelle la personne va s'appuyer pour avancer dans sa recherche d'emploi. Il faut que le projet soit un projet personnel et d'ailleurs partagé avec le conseiller. Présent depuis 1986, Envergure assure également des prestations de formation professionnelle et des missions d'inclusion pour les réfugiés. Avec près de 350 collaborateurs, l'association veut continuer de se développer dans tout l'Hexagone avec un objectif, ouvrir le plus de public possible au marché du travail. Lucie, on vient d'entendre dans le reportage à quel point en fait, le travail sur l'employabilité était important. Comment est-ce que vous, chez Entourage, vous adressez ce sujet ? Alors nous, finalement, on travaille assez peu sur l'employabilité. On considère que ce n'est pas notre rôle et on va travailler en partenariat avec d'autres. Nous, on travaille plus sur la remobilisation, l'envie de s'en sortir, l'envie de trouver un job, l'envie de le garder, de se battre pour le garder. Donc du coup, on a aujourd'hui tout un réseau de prescripteurs qui vont nous envoyer des candidats, ARES ou autres structures d'insertion. On fait aussi des campagnes sur les réseaux sociaux ou autres, notamment pour toucher les jeunes qui sont beaucoup plus difficiles à toucher. Et nous, on va plutôt leur proposer des activités inspirantes. On a aujourd'hui un partenariat avec un bateau de course au large de haut niveau qui est skippé par le skipper Thomas Ruan grâce à l'appui de l'entreprise Advance. On a également un partenariat avec le club de foot Red Star, qui est un club de foot du 93, qui est un club professionnel aussi, grâce à l'appui de Randstad. Je cite mes partenaires
parce que sans eux, on ne pourrait rien faire. Et du coup, grâce à ces 2 leviers, on peut emmener nos candidats, notamment les jeunes, pour qui c'est particulièrement important, faire de la voile, faire du sport, rencontrer des sportifs de haut niveau. Et certes, on va leur parler CV, on va leur parler code de l'emploi et tout ça, mais l'important surtout, ça va être de leur donner envie d'y aller, de s'en sortir, des perspectives. Et ça, c'est extrêmement fort pour nous d'utiliser le sport de haut niveau pour le faire. Et puis, on travaille aussi sur un programme de mentorat. Chaque candidat LinkedOut est coaché par une personne du monde de l'entreprise. Ça, c'est extrêmement important puisqu'on se rend compte que dans le panorama des structures d'insertion, il y a des chargés d'insertion professionnelle, mais qui très souvent connaissent assez mal le monde de l'entreprise. Finalement, ils en restent assez éloignés aussi. Et donc, nous, on a des coachs mentors qui viennent du monde de l'entreprise et qui vont aider aussi nos candidats à mieux s'approprier les codes de l'entreprise, à préparer leurs entretiens et tout ça. Donc nous, quand il y a des nécessités de formation technique ou autre par rapport au projet professionnel de nos candidats, on va les orienter vers des acteurs qui font de la formation. Nous, c'est pas notre rôle. Nous, c'est vraiment la remobilisation, la remise en réseau et la sensibilisation des entreprises pour qu'elles ouvrent leurs portes à nos candidats. Estelle, quand j'entends à la fois Samuel et Lucie, j'ai l'impression que chacun a un peu sa partition à jouer, c'est-à-dire qu'il y a la remobilisation d'un côté, la formation de l'autre, il faut aussi travailler avec les collectivités territoriales, avec les associations. Comment on fait pour que la mayonnaise prenne entre tous ces acteurs-là ? Alors, il me semble, pour être un peu un dinosaure dans le domaine, que c'est vraiment des choses qu'on voit beaucoup plus maintenant, cette espèce de maillage entre les structures. Et puis, n'oublions pas que les pouvoirs publics, en tant que financeurs, sont dans l'exigence, justement, de pas que nous, en tant qu'acteurs associatifs, on réinvente pas la poudre à chaque fois, et sont très pointilleux sur le fait qu'on puisse travailler en réseau, avec des partenariats, ou pour monter une entreprise, moi, demain, mon projet, je vais pas réinventer la poudre, je vais m'adresser à l'ADI, je vais m'adresser à des gens dont c'est le métier d'accompagner à créer des entreprises. Donc, vraiment, ça, c'est beaucoup plus présent maintenant qu'on pouvait voir il y a une dizaine d'années. Samuel, comment vous travaillez, vous, avec à la fois les associations, les collectivités territoriales ou Pôle emploi, comme on vient de voir ? On essaie localement de mettre en place des partenariats locaux avec les différents interlocuteurs. Mais ce qui vient d'être dit est très important parce qu'on voit que le monde bouge, ça évolue. On a un taux de chômage qui tend à diminuer, donc tout le monde s'en réjouit. On est à 7,4% actuellement. On dit que le plein emploi, ce sera 5%. C'est un objectif du quinquennat qui s'ouvre. Mais 5% plein emploi, ça veut dire qu'il y a quand même 5% de la population qui sera privée de travailler alors qu'on sera en plein emploi. Donc on est vraiment sur le chômage structurel. Ouais. Et tous les publics qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui font partie de cette catégorie-là. Donc il y a nécessité évidemment de ne pas les oublier et d'avoir une démarche spécifique pour eux. Et je crois que les pouvoirs publics ont intérêt à organiser tout ça. Et d'ailleurs, je crois que dans la réforme prévue autour des acteurs publics de l'emploi, Pôle emploi, mission locale, PLI, etc., il y a un enjeu de regrouper tout le monde dans une même maison qui s'appellera France Travail si on ne change pas de nom d'ici là. Voilà. Et qui aura vocation justement à organiser pour éviter les doublons, puisque aujourd'hui, chacun travaille un petit peu dans son coin. Et il faut absolument éviter de la concurrence entre services sur ces sujets-là pour créer plus de liens et de parcours, en réalité. Parce qu'en fait, c'est ça dont il s'agit. Il y a différentes étapes avec des parcours, et il faut bien qu'à chaque étape, il y ait une brique spécifique adaptée. Et les acteurs privés viennent en complément de ce qui existe au niveau public, et puis on fait souvent l'interface avec différentes structures. Je crois encore une fois qu'il n'y a pas de solution exclusive sur ces sujets-là. C'est vraiment la combinaison d'une multitude de solutions qui donne des résultats. Lucie, comment réagissent les entreprises quand vous allez les voir avec des profils de personnes qui sont sans domicile fixe, par exemple, qui ont quitté l'emploi depuis longtemps? Est-ce qu'aujourd'hui, elles sont prêtes à dire OK, c'est pas forcément le type de personne que j'aurais recruté de prime abord, mais allez, pourquoi pas? Alors, nous, on est quand même très clair avec les entreprises sur quelle est notre cible. Après, on a aussi le souhait d'accompagner vers, comme on s'adresse à des entreprises classiques et que du coup on parle d'emploi classique, on fait très attention à accompagner des personnes qui sont en capacité de tenir un emploi classique. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi tout ce réseau de prescripteurs, de structures d'insertion notamment, qui elles vont accompagner peut-être sur des publics qui sont plus éloignés de l'emploi et qui ne sont pas encore tout à fait insérables dans des entreprises classiques.
Donc la promesse, c'est quand même de fournir des candidats qui sont des candidats employables, mais qui, pour le coup, ont un parcours de vie, des fragilités affectives ou autres, qui vont faire qu'ils sont un peu plus difficiles à intégrer que d'autres. Et après, nous, très clairement, on dit à l'entreprise, c'est à vous de vous adapter. Le message, c'est à vous de vous adapter. Il faut que vous ayez envie de le faire parce que vous êtes dans une démarche humaniste, solidaire, parce que vous pensez que vous avez un rôle à jouer en tant que recruteur pour que chacun trouve sa place dans la société, parce que vous pensez aussi que ça va enrichir votre entreprise. Pas forcément sur de la performance économique tout de suite, mais que ça va créer du sens, que ça va ouvrir aussi les chakras de vos collaborateurs. Et vraiment, ça, on le voit et on le mesure dans nos mesures d'impact, on le voit. Mais en tout cas, on est super content de voir qu'avec Linked Out et la capacité qu'on a aussi de faire de la sensibilisation grand public que peut-être d'autres acteurs de l'écosystème n'ont pas, on a réussi à toucher des entreprises qui n'avaient jamais entendu parler d'insertion. Aujourd'hui, il y a quasiment la moitié des entreprises qui ont recruté des candidats Linked Out qui étaient des entreprises qui n'avaient jamais entendu parler d'insertion ou en tout cas jamais essayé de recruter ce type de candidats. Et en fait, là, on s'adresse... Il y a aussi beaucoup de petites entreprises qu'on a touchées et on s'adresse aux recruteurs, en fait, dont le dirigeant a une fibre solidaire très forte, qui a envie, qui ne sait pas comment, et puis soudainement, il voit passer Linked Out et ça résonne en lui et il dit « Ah, bah voilà, une structure qui va pouvoir m'accompagner, qui va pouvoir m'orienter des candidats alors que justement, je m'interrogeais sur mon rôle à moi. » Donc ça, on en est super content. Mais on s'aperçoit que là où on a le plus fort taux de satisfaction des entreprises et le plus fort taux de réussite, c'est quand l'entreprise vient avec cette démarche de solidarité et d'inclusion, et non pas simplement avec un besoin de recrutement à pouvoir et où elle se dit sur des métiers à faible qualification, j'ai du mal à recruter et là je vais trouver des candidats adaptés. Parce que de fait, nous, on attend vraiment des entreprises qu'elles s'adaptent à nos candidats et qu'elles mettent en place les conditions elles aussi pour y répondre. Et il y a certaines des entreprises qui ont recruté, qui ont fait des choses vraiment incroyables pour permettre aux candidats Linked Out de trouver leur place. Je parlais tout à l'heure de Mano Mano, par exemple, qui a eu envie d'avoir une vraie démarche qui était impulsée par le dirigeant. Et du coup, ils ont créé vraiment des CDD spécifiques pour pouvoir recruter les candidats et avoir un temps d'adaptation avec un accompagnement dédié pour que les candidats puissent basculer ensuite sur un CDI, mais avoir un espace de SaaS où, du coup, les managers ont du temps qui leur est donné pour intégrer les candidats. Voilà, on lève la barrière de la performance et la rentabilité qui est demandée aux équipes pour leur laisser le temps d'intégrer les candidats et de se concentrer sur cette mission d'inclusion, en fait. Il y a des personnes qui sont effectivement éloignées de l'emploi du type que vous accueillez chez Entourage, mais il y a aussi, si on regarde toutes les catégories, il y a aussi les seniors, Estelle. On parle beaucoup en ce moment d'une réforme des retraites, de repousser l'âge légal de départ. Mais est-ce que les entreprises aujourd'hui sont prêtes à garder les seniors en emploi et comment est-ce qu'on va les accompagner, puisqu'on sait qu'il va falloir aussi actualiser les compétences? Alors, il y a un chiffre qui nous montre qu'en Europe, la France est un peu mauvais élève sur le taux d'emploi des seniors. Donc, on a de la marge. On parlait de taux de chômage tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il y a... C'est le quatrième critère de discrimination, l'âge. Et si on le combine en plus, si on est une femme senior, et après on peut en rajouter aussi si on sort d'une période où on était en situation de maladie, des choses comme ça, ça va être beaucoup plus compliqué. Or, on va devoir travailler plus longtemps. Eh oui. Donc, il faut trouver des moyens aussi pour convaincre les entreprises que ces catégories de population qui, avec plein de stéréotypes qui leur collent à la peau, ça coûte trop cher, manque de flexibilité, peu d'appétence sur le digital. Bon, tout ça, il faut le déconstruire. Ça fait partie des formations qu'on peut prodiguer aux entreprises sur lutter contre les stéréotypes. Et puis, c'est un vrai vivier avec une bonne connaissance du monde de l'entreprise, des soft skills. On parle beaucoup de transmission dans l'entreprise, comment on fait de l'intergénérationnel, les jeunes qui arrivent, comment on les forme sur tout un tas de métiers. Donc, les seniors sont un vrai vivier de candidats. Après, pareil, il faut peut-être les mettre dans des sas, et c'est le rôle qu'on peut avoir les uns les autres pour faire le lien entre des entreprises qui ont envie de travailler différemment, qui ont envie justement de s'ouvrir à tous les talents et à toutes les compétences, et nous de proposer des actions qui vont être intermédiaires, et on va faire le lien, on va faire ce maillage, ce tricotage. Samuel, elles sont prêtes, les entreprises, vous qui êtes au contact avec elles aujourd'hui? Oui, elles sont prêtes. Elles sont prêtes parce qu'il y avait déjà dans le passé, évidemment, des entreprises engagées dans le cadre de démarches RSE, par exemple, et qui intégraient dans cette démarche la partie insertion et inclusion, ou le handicap. Et là, on voit bien aujourd'hui, avec justement
la tension qu'il y a sur le marché du travail en lien avec cette baisse du chômage, que les entreprises, d'une part, cherchent à diversifier leur sourcing, l'origine des candidats, et donc s'intéressent encore plus au public atypique. Je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, mais en tout cas, c'est juste pour la clarté d'expression. Et donc cette démarche RSE n'est plus une option en vérité. Donc, d'autant que on l'avait évoqué dans le cadre de l'étude que nous avons fait sur l'attendu notamment des jeunes sur le marché du travail, la notion de la marque employeur, les entreprises engagées. Si l'entreprise n'a pas cette démarche inclusive ou une attention particulière aux différents publics, elle sera de fait blacklistée, elle sera de fait plus attractive, notamment pour les jeunes générations. Donc je pense que c'est plus une option. Le terrain est fertile, que ce type d'action et de démarche se généralise, quelle que soit la taille des entreprises. Après, évidemment, je pense que quelle que soit la taille, il faut se faire accompagner. Il faut avoir les relais, les partenaires qui rendent possible l'accueil de ces personnes, parce qu'effectivement, on n'intègre pas quelqu'un éloigné de l'emploi ou qui a connu des difficultés de la même façon qu'un jeune diplômé prêt à l'emploi. Et donc, ça nécessite des démarches spéciales dans l'entreprise. Et puis, je suis assez optimiste sur le fait que ça va aller dans le bon sens. Est-ce que, selon vous, et j'imagine que vous allez me répondre oui, mais c'est un enjeu de société aujourd'hui, l'insertion ? Alors ça, c'est sûr que moi, je pense que j'ai chevillé au corps la conviction que c'est une responsabilité collective et de tous, des entreprises, du grand public et pas seulement de l'État, parce que ça, c'est quand même un petit sujet en France qu'on a tellement du coup structuré l'aide sociale que du coup les uns et les autres s'en déresponsabilisent un petit peu et que le fait que chacun trouve sa place dans la société et que les plus fragiles trouvent leur place dans la société, à la fois dans le jeu social mais aussi dans l'entreprise, c'est un sujet majeur dont on est tous responsables et qui pose la question fondamentale de c'est quoi l'homme, c'est quoi l'humain, c'est quoi la fraternité et c'est quoi le vivre ensemble. Estelle, si vous aviez une baguette magique, quel frein il faudrait lever ? Alors moi je suis plutôt économiste de formation, donc l'étude de France Stratégie qui montre que si on éradique les discriminations, on peut gagner jusqu'à des milliards d'euros, donc économiquement aussi, on a tous à y gagner. La baguette magique, je crois qu'il n'y a pas de baguette magique, c'est un travail aussi de pédagogie. C'est-à-dire que démontrer par la preuve, et donc les activités que vous montrez aujourd'hui prouvent en fait qu'on peut faire différemment, que ça peut fonctionner. Donc il y a la preuve en direct, et puis la pédagogie, c'est-à-dire former, montrer, amener aussi à la réflexion. Et je pense que, mais il n'y a pas de baguette magique, hélas, sinon on ne serait pas là. Ça serait beaucoup plus simple. Samuel, on avait vu dans l'émission du mois dernier à quel point finalement le travail restait important pour les Français. C'est un facteur de fierté, d'autonomie financière, de dignité. Est-ce qu'il faut, par exemple, instaurer un droit au travail sur le modèle du droit au logement, par exemple ? Alors, vous savez que chez Actual, on a fait toute une campagne de communication sur ce droit au travail, qui était une forme de slogan pour dire effectivement le travail c'est important et on l'a vu en période de crise sanitaire, pas mal de sujets autour de ça, notamment ceux qui avaient été privés de travailler, empêchés entre les métiers essentiels, pas essentiels, etc. Et donc, on a revendiqué ce droit. On n'est pas dans une démarche de droit opposable, comme celui du droit au logement, qui entraînerait une démarche de nature différente. Mais effectivement, je pense que, quelles que soient les personnes, à partir du moment où on sait que le travail est effectivement structurant dans la vie sociale et important pour que l'individu se réalise pleinement, contribue, on ne peut pas effectivement accepter que des personnes soient écartées et n'aient pas accès au travail. Et c'est pour ça qu'il faut tout faire de façon incitative pour permettre au plus grand nombre d'accéder à l'emploi, y compris ceux qui sont en précarité ou en difficulté. Mais pour rebondir sur la question précédente, j'ai envie de dire que ça marche. En plus, ça marche. Enfin, je le vois sur les statistiques, notamment de l'activité insertion, on a 73% de sorties positives. 73%. Des personnes qui étaient en grande difficulté, très éloignées de l'emploi, que nous avons accompagnées, et à l'issue du parcours, elles ont un emploi pérenne.
Et donc, ce sont des personnes qui, par le travail, leur vie change. Et elles retrouvent une forme de normalité. Et donc, c'est formidable. Et donc, il n'y a pas de débat sur le fait qu'effectivement, il faut rendre ça possible au plus grand nombre. Et comme ça marche, c'est un sujet de solidarité, effectivement, mais de façon très intéressée, c'est un sujet aussi de compte public, etc. Enfin, si effectivement il y a moins de chômeurs et moins de personnes en précarité, la société tout entière va mieux. Donc il y a c'est un intérêt collectif. Estelle, la crise des recrutements là qu'on est en train de connaître, est-ce qu'elle peut donner un petit coup de boost à cette insertion des personnes éloignées de l'emploi? Parce que finalement, peut-être que les entreprises vont tout simplement plus avoir le choix que d'aller chercher des profils auxquels elles n'auraient pas eu recours initialement. Alors, effectivement, d'un point de vue conjoncturel, ça fait bouger. Il faut aller chercher dans des endroits où on n'allait pas, enfin où les entreprises n'allaient pas, des profils atypiques. Et moi, ce que je constate, c'est que les entreprises se lancent de plus en plus dans le montage de formations sur leur métier pour aller chercher des publics et avoir ce tremplin aussi où elles vont pouvoir passer leur méthodologie, leur savoir-faire. Et de fait, elles sont un peu moins frileuses à monter des partenariats de long terme. Et on a le conjoncturel avec cette crise de l'emploi. Ça les emmène aussi à réfléchir sur comment imaginer les recrutements de demain et donc monter des programmes de formation qui vont être un petit peu plus longs que le besoin actuel tout de suite. Et donc, c'est un petit peu l'effet. Mais dans nos métiers aussi, dans l'économie sociale et solidaire, on a aussi du mal à recruter. Donc, aussi. Ah oui, beaucoup de mal à recruter. Même si ce sont des jobs avec du sens, on a du mal, tous mes partenaires, moi, ont du mal à recruter. On parlait du métier de CIP, là, conseiller en insertion professionnelle. Ce sont des métiers en très grande tension, par exemple. Voilà. Vous êtes confronté à ça aussi, Lucie? Alors nous, on n'a pas de travailleurs sociaux proprement dit ou de personnel d'accompagnement social chez nous, donc on est un peu moins confronté à cette tension. Mais oui, effectivement, et c'est un sujet, je pense, pour les métiers du travail social, de manque de reconnaissance sociale et de manque de rémunération, exactement. Donc ça, c'est un vrai sujet. Bon, eh bien, ce sera sans doute l'un des freins qu'il faudra lever dans les prochaines années. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir apporté votre expertise. À Samuel Toile, président d'Actual Leader Group, Estelle Barthélémy, fondatrice d'Oya Agency, et Lucie Declercq, directrice générale d'Entourage. On se retrouve évidemment au mois de septembre pour un prochain numéro de Human & Work. C'était Human & Work avec Actual Group. Actual Group, construisons ensemble votre travail.